Ah, Michael, qu'est-ce que tu nous as encore pondu? Alors, j'ai tout lu et vous pouvez lire le post si vous voulez. D'ailleurs, il y a un vote actuellement sur la DAO de Realty, plutôt sur Tally. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un résumé pour vous expliquer cette extension du RMM 3.5 que j'ai nommé The Burning Courvoisier. Car vous allez voir, Michael veut tout cramer sur son passage. Et dans cette vidéo, on va aller voir justement les mécanismes d'implémentation de cette nouvelle extension. Qu'est-ce que ça va impliquer, qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui n'est pas prévu. Donc on va partir, comme d'habitude, d'un petit récap, d'un petit résumé. Pour rappel, ce que tout le monde appelle le RMM, AAV ou autre, sur la blockchain, ça s'appelle le pool. Et justement, j'ai évoqué AAV car la première étape du RMM, c'était directement en version 2, il n'y a pas eu de V1, on est parti d'un fork de AAV V3. Et de quoi était composé le RMM V2? Du pool, d'un stablecoin, le Wrapped XDAI, et de 127 réels tokens. Pourquoi 127? Car il y a une limitation sur le nombre de slots, le nombre d'emplacements, et du coup, une limite technique a été atteinte, et c'est pour ça qu'on est passé de la version V2 à la version V3. Et la version V3, elle reprend les mêmes composants que la V2, c'est-à-dire le pool, le stablecoin Wrapped XDAI, mais aussi le stablecoin USDC qui a été ajouté, et le wrapper. Et le wrapper, concrètement, ça permet de déposer en collatéral jusqu'à 2048 réels tokens. Grâce à cette nouvelle version, la limite des 127 réels tokens était dépassée et on a le temps, entre guillemets, de voir venir la prochaine limite. Mais on n'en est pas encore là, car Realty a été freiné dans sa croissance et pas sûr que de nombreux réels tokens arrivent cette année, en 2026 ou en 2027. Et pour résoudre cette crise, a été proposé le RMM 3.5. Donc, on peut se demander, et du coup, quelle est l'innovation dans le RMM 3.5? Y a-t-il vraiment une innovation? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Déjà, on revient à la restriction des slots, il y en avait 128, et vous voyez qu'il y a un petit nouveau, le REUSD. Donc, ce que le pool va voir, je vous rappelle que c'est des machines, c'est des protocoles. Il n'y a pas d'histoire de ah, ça c'est un stablecoin, ça c'est un real token ou autre. Non, non, ce que le protocole voit, c'est une adresse d'un token, une quantité et un prix pour ce token. Et là, on va avoir une nouvelle adresse. La quatrième, c'est le REUSD, tout simplement, qui sera un token, un jeton déposable dans le RMM, ou plutôt inséré et configuré dans le RMM, car on va voir les limitations et restrictions. Pour faire simple, un jeton, vous pouvez le déposer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de mettre par exemple en collatéral. Et la deuxième, c'est par exemple s'il y a un taux rémunérateur, c'est génial, vos stablecoins travaillent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie A-token, supply, dépôt. Et vous voyez que par exemple, le RTWUSD1 n'est que déposable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas empruntable. Et il faut bien comprendre que dans tous ces protocoles de dépôt et d'emprunt, il n'y a pas de création monétaire, de liquidité ou autre. C'est-à-dire que quand on veut emprunter un jeton, il faut qu'il y ait eu en amont un dépôt tout simplement dans le protocole. Et je parle bien dans le protocole. Et rapidement, pour en revenir à ces différences entre A-token et debt token, il n'y a que les stablecoins qui peuvent être A-token et debt token actuellement dans le RMM. Les real tokens, ou plutôt les RTW USD1, ne sont que supply. Et le nouveau token, le REUSD, lui, ne sera que empruntable. Alors le nom REUSD, vous en avez déjà entendu parler. Et par exemple, si vous avez participé à un projet qui n'a pas abouti, vous avez reçu des REUSD en tant que compensation. C'est tout simplement un bon d'achat chez Realty et ça ne représente que ça. Donc concrètement, un REUSD, c'est un token égal un USD, un dollar US. C'est la version Vanilla Legacy et c'est un bon d'achat chez Realty. Dans la proposition de Michael, on parle aussi de REUSD, mais c'est un peu différent. Et du coup, c'est une extension. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai appelé ça The Burning Courvoisier. Ça serait tout simplement un stablecoin lié au RMM. Et pour la suite de la vidéo, je vais volontairement changer le nom. Je vais appeler ça des pièces d'or, des PO. Pourquoi? Déjà pour vulgariser, je pense que tout le monde arrive à imaginer une pièce d'or, mais surtout pour éviter la confusion entre bons d'achat et futurs stablecoins de l'écosystème.
Et comme je l'ai dit, le REUSD de Burning Courvoisier est une extension. Donc, tous les utilisateurs ont la possibilité d'utiliser cette extension. Mais si vous voulez utiliser des stablecoins traditionnels, USDC ou RapidXDAI, eh bien, pas de souci, vous pourrez toujours utiliser ces stablecoins. Et concrètement, les pièces d'or, les PO vont être intégrées en 3 phases. Là, actuellement, on est en phase 0, c'est juste une proposition, c'est en mode vote. Mais si la proposition est acceptée, on passerait en phase 1. Donc bien sûr, il y aurait des devs, on verra ça après, mais concrètement, qu'est-ce que la phase 1? Tout simplement, il n'y aurait que des PO, des pièces d'or à emprunter, et le token qui serait émis serait des DPO, comme indiqué ici, des tokens. Donc si le token c'est le PO, on aura des DPO. Qu'est-ce qui sera émis? Tout simplement, c'est des tokens de dette associés au PO, aux pièces d'or. Et comme il n'y a pas de pièces d'or encore en circulation, c'est pour lancer le projet. Bien sûr, le taux d'emprunt sera à 0%. Parce que si le taux d'emprunt est différent de 0 et que vous ne pouvez pas rembourser en pièces d'or, eh ben, ça va poser souci. Mais pas de panique pour cette phase numéro 1, vous pourrez rembourser en USDC et RapidXDAI. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est la magie des protocoles d'emprunt et de dépôt. Ou plutôt, c'est la magie du gobelin. Mais qu'est-ce que le gobelin qui gère des pièces d'or? Vous allez voir ça après. On va juste finir la chronologie qui est prévue. Ok, la phase 1 a été validée, on peut passer en phase 2. Et là, les pièces d'or de dette vont coexister avec les tokens REUSD bon d'achat. Et les tokens qui seront toujours émis par le RMM, ça sera des dettes de PO. Et là, le taux sera différent de 0. Pourquoi? Car le but sera tout simplement d'utiliser les REUSD qui sont en circulation pour aller rembourser sa dette directement en REUSD. Et enfin, la phase 3, c'est quasiment fini, plutôt c'est l'étape finale. Eh bien, qu'est-ce qui sera émis? Ben là, on pourra emprunter tout simplement des PO, des pièces d'or et des tokens de dette. Enfin, ça, c'est vraiment les jetons qui seront émis par le protocole. On verra ça après. Et on va attaquer directement le sujet d'un point de vue technique. Donc le RMM 3.5, qu'est-ce que c'est? C'est 3 composants. Il y a le RMM V3 qui s'appelle Pool sur la blockchain. D'ailleurs, petite remarque pour Michael, les termes utilisés étaient assez confus, c'est une des raisons pour laquelle j'ai tout renommé. Par exemple, quand on dit REUSD Manager, on ne sait pas si c'est l'ACL Manager ou autre. Donc du coup, moi je l'ai appelé le Gobelin. Du coup, que va faire le Gobelin? Et bien tout simplement, ça va être le gestionnaire de la banque. Voilà, j'ai pris l'image du Gobelin. Vous imaginez par exemple, je crois que c'est dans Harry Potter, le Gobelin dans la banque, voilà, qui gère les pièces d'or. Il n'est pas attirant à première vue, mais par contre, il connaît la banque comme sa poche, il connaît le RMM comme sa poche, il connaît l'emplacement de chaque coffre, il connaît les adresses de chaque token, de chaque asset, token de dette, token supply et token, on va dire, natif. Et du coup, le token natif, ça sera le PO, la pièce d'or, qui est tout simplement le REUSD. Et le but de cette proposition, c'est tout simplement de développer un smart contract qui se comporte un peu comme le wrapper. Donc, pour rappel, comment fonctionne le wrapper? Je vous ai mis un schéma. Quand un utilisateur veut déposer en collatéral un réel token comme Lost Checker. Voilà, je vais prendre le cas où Lost Checker vaut 50$. L'utilisateur va appeler on-chain la fonction supply du wrapper, qui elle-même va appeler la fonction supply du RMM, mais pas avec l'adresse du réel token, avec l'adresse du RTW USD 01. Et là, tout simplement, l'utilisateur aura un dépôt de collatéral dans le RMM et il pourra emprunter. Si on reprend le même call flow, le même ordre d'exécution des fonctions d'un point de vue programmation, et bien tout simplement, l'utilisateur va appeler la fonction repay du smart contract Gobelin avec 50 USDC. Le Gobelin, lui, va aller chercher l'adresse tout simplement du RMM et appeler la fonction repay. Et vous voyez qu'il y a un petit facteur, le facteur X qui apparaît, car le but de cette proposale est de rembourser plus de dettes que prévu, c'est-à-dire au lieu de rembourser 50 pour 50, vous rembourserez par exemple 50 pour 75$ de dette. Et vous pouvez faire confiance au Gobelin qui connaît la banque, le RMM, comme le fond de sa poche. Il vous connaît aussi, et ben c'est très bien, il connaît l'adresse de l'utilisateur, autant pour moi, qui a appelé la fonction Gobelin Repay. Il aura juste à l'insérer dans la fonction Repay du RMM et votre dette sera effacée plus rapidement.
Mais le gobelin ne fait rien gratuitement, il va vous émettre une dette en quoi? Ni en USDC, ni en RapidXDAI, non, en PO, en pièces d'or. Et là vous vous dites, mais waouh, je me suis fait entuber, j'ai mis 50 USDC et il me sort une dette de 50 pièces d'or. Et ben on va voir, c'est pas totalement vrai, mais c'est pour vous amener sur les mécanismes qui vont arriver. Et là je vous ai mis juste une citation. L'étape 1 permet aux utilisateurs qui le souhaitent de rembourser partiellement leur dette stablecoin avec un complément ajouté par la trésorerie de la DAO. Donc c'est le fameux facteur X que vous avez là, et quand j'avais pris l'exemple 50 pour 75, et ben quand vous allez mettre 50 dollars de remboursement, la DAO mettrait entre théorie 25 dollars de plus pour atteindre ces 75. Et du coup, le call flow final, pour reprendre cet exemple d'un utilisateur qui veut rembourser via le smart contract du Gobelin 50 USDC, en fait, c'est pas X fois 50 USDC, c'est 1 plus X, c'est un facteur. Et le Gobelin, lui, va vous émettre la différence de cette dette en PO, en pièces d'or. Donc si je reprends le cas de 50 USDC de dette pour 75 dollars de dette, ici X vaut 0,5, donc ça fera bien 75 dollars au nom de l'utilisateur, mais le Gobelin va vous émettre une dette de X fois 50 pièces d'or, donc 0,5 fois 50, 25 dollars de dette. Ce mécanisme du Gobelin permet tout simplement de déplacer une partie de la dette en USDC ou en RapidXDAI vers des PO, des pièces d'or. Et là, premier souci, ou plutôt première incohérence, comment le Gobelin va pouvoir travailler sereinement, sachant qu'il n'a pas de stablecoin. Car pour rappel, pour rembourser la dette d'un utilisateur au nom de cet utilisateur, on ne peut le faire qu'en stablecoin, on ne peut pas utiliser de A-token. Or, la DAO, qui a une trésorerie, n'a que des A-tokens. Ce sont les deux premières lignes. La première, c'est USDC et la seconde, c'est RapidXDAI. Donc, il y a quasiment 195 000 dollars de ARM token ainsi que 50 millions de reg. Alors, je crois que le reg vaut, on va dire, 10 centimes, ça sera plus simple. En théorie, ça ferait 5 millions d'USD, mais ça fait beaucoup moins. Donc, première problématique, comment la DAO va trouver des stablecoins? Pour moi, il n'y a pas 15 000 solutions. Elle doit échanger de toute façon les jetons qu'elle possède. Et la première question, plutôt la première option qui serait envisageable, c'est d'aller voir papa, maman, demander un peu d'argent de poche et d'aller voir Realty. De toute façon, Michael a écrit ce post au nom de Realty en tant que Respo blockchain. Donc, est-ce que Realty, tout simplement, va amener des stablecoins au Gobelin pour lui permettre de travailler et que plus tard la DAO devra rembourser? Ou est-ce que ça sera un échange direct? À voir. Mais je pense pas que cette solution sera retenue, tout simplement parce qu'il y a un problème de liquidité dans tous les sens. Il y a les loyers qui ne sont plus payés en stablecoin, je crois, je suis pas sûr, j'utilise pas cette méthode. Et autre solution possible, tout simplement, c'est de vendre des ARM USDC ou ARM RapidXDAI sur le YAM. Alors là, plusieurs solutions possibles. Soit la DAO fait par exemple une ou plusieurs offres, par exemple des offres dégressives, je sais pas, de type Salda, c'est-à-dire qu'elle vend des ARM USDC contre des stablecoins, et elle dit à la communauté, voilà, ça c'est mon offre, si vous voulez participer à ce projet, vous pouvez y aller. Est-ce que ça sera du 1 pour 1, ou si ça sera avec un bonus, par exemple une décote de 10% pour remercier les personnes qui veulent que ce projet se mette en œuvre? Ça, je ne sais pas. Ou sinon, il reste toujours la solution Scapa, d'acheter à un random, une personne qu'on ne connaît pas. On trouve une offre de type je vends des USDC contre des ARM USDC, et on vend coûte que coûte. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a déjà une limitation de, par exemple, 200 000 dollars dans le cas où c'est du 1 pour 1. Si je reprends le cas des 50%, donc qui est un cas simpliste pour évoquer, ça voudrait dire qu'on ne pourrait effacer que 400 plus 200, 600 000 dollars de dette sur une ligne de 15 millions de dollars. Donc c'est assez peu quand même. Maintenant, on va voir comment le Gobelin fait sa compta. Alors, il y a 4 paramètres principaux qui seront choisis par la DAO. Le premier, il est assez simple, c'est d'avoir une limitation pour la dette existante, c'est pour ne pas imprimer, entre guillemets, à l'infini. Par exemple, d'avoir les 2 tiers de sa dette en stablecoin traditionnel et 1 tiers en REUSD, ou plutôt en PO. Ça à voir, ça sera... c'est des paramètres à prendre en compte, c'est juste pour vous présenter le paramètre. Il y aura aussi un bonus avec un verrouillage de règles. Si vous déposez des règles
dans le Gobelin, et ben tout simplement le Gobelin sera content et vous fera plus confiance, et du coup vous pourrez avoir une plus grande dette en pièces d'or, sachant que l'avantage d'avoir une dette en pièces d'or pendant la phase 1, c'est qu'il y a un taux de 0%. Et ensuite, il y a 2 autres paramètres pour contrôler justement cette émission de pièces d'or, plutôt de dette pièces d'or. Tout simplement d'avoir une enveloppe globale et d'avoir un plafond individuel par utilisateur. Donc ça, voilà, on peut plus emprunter actuellement sur le RMM. Les tokens de dette ne sont pas transférables, même en pièces d'or, ils ne seront pas transférables. Mais bon, c'est quand même toujours bon d'avoir ça en tête. Et là, pour la suite de la vidéo, je vais prendre des pincettes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de doc, il n'y a pas de spec fonctionnel, il n'y a rien. Il y a juste tout simplement un post politique qui est là pour proposer une idée. Donc, toute la démonstration technique que je vais faire, elle se base sur mes recherches, mais elle vous permettra de comprendre des mécanismes basiques de A à V, du RMM ou du Renelever. Quand je vous disais que durant la phase 1, l'utilisateur ne pourrait rembourser sa dette uniquement en Wrapped XDAI ou en USDC à propos des pièces d'or. Ça peut vous paraître incohérent car, pour rappel, tous ces protocoles d'emprunt et de dépôt ne créent pas de liquidité. Pour pouvoir emprunter, il faut en amont qu'il y ait eu un supply de ce token, d'accord? Donc, s'il y a par exemple 10 000 à token, la dette max, ou plutôt la dette qui peut être empruntée est de 10 000 des tokens. Bien sûr, après, il y a les intérêts, ça peut augmenter, mais il y a une limitation. Donc là, comment le Gobelin va créer des DPO, des pièces d'or de dette? Eh bien, tout simplement, il va falloir qu'il fasse un supply de tokens dans le protocole. Alors ça peut vous paraître incohérent dans un premier temps parce qu'on a vu que justement, il n'y avait pas de dépôt de token de RUSD possible. En fait, ce qui va se passer, c'est que Realty, du coup, va configurer son outil. Je rappelle que le RMM lui appartient, il n'appartient toujours pas à la DAO. Ils vont configurer les pièces d'or dans tout simplement le pool configurator, c'est son nom. Et là, ils vont choisir les paramètres. Ce qu'ils vont faire tout simplement, c'est de déposer en premier, puis de mettre un montant max inférieur. Par exemple, pour la démonstration, je crois que j'ai mis qu'ils allaient déposer par exemple 11 pièces d'or et mettre le max supply de pièces d'or à 0 ou à 1. Et ce qui va se passer quand un utilisateur va vouloir déposer des pièces d'or, et bien en fait, il ne pourra pas car il y aura une restriction au niveau du code. Tu ne peux pas déposer tant que le max a été atteint et là, bah, ça cassera ou en tout cas, il ne pourra pas plus déposer. Si vous avez du mal à comprendre tout simplement ce mécanisme, pensez par exemple à un parking, vous avez 200 places, on prend le cas où toutes les voitures sont uniformes, font la même taille, et vous voulez autoriser la marque Volvo tout simplement à rentrer dans le parking. C'est un système informatisé où ça détecte justement la marque de la voiture, mais vous ne voulez pas que des particuliers ou plutôt des clients du parking puissent garer leur Volvo. Donc ce que vous allez faire tout simplement, vous allez déposer vos voitures Volvo, par exemple les voitures de votre famille, disons que vous en avez 3, vous déposez ces 3 voitures dans le parking, et après vous allez voir le gestionnaire du parc, la personne qui gère l'algo, et vous lui dites, maintenant le max de Volvo qui peuvent être dans le parc, c'est 1. Donc qu'est-ce qui va se passer quand la 4e Volvo d'un client va vouloir rentrer? Elle ne pourra pas, car 3 est strictement supérieur à 1. Voilà, on en revient toujours à la bagnole. Et du coup, j'ai pas expliqué le mécanisme de la phase 1, comment il va fonctionner. Quand un emprunteur arrive, il dépose des USDC, il reçoit des AUSDC en échange. Ces USDC sont dans le protocole. Quelqu'un vient les emprunter. La quantité de AUSDC a diminué et l'emprunteur a reçu des USDC et des DUSDC, des tokens de dette associés. Ça, c'est ce qui est visible, entre guillemets, sur votre wallet si vous faites un balance off. Et pour rembourser sa dette dans un protocole normal, pour en fait permettre l'équilibre pour que le déposant récupère ses USDC, il faut que l'emprunteur rembourse en USDC. Or, on a vu que dans un premier temps, il n'y aurait pas de remboursement en pièces d'or, en REUSD. Et comment ça va se passer? L'utilisateur appelle le smart contract du Gobelin avec la fonction repay, rembourse. Il va mettre des USDC. Dans le smart contract du Gobelin, tout simplement, le Gobelin aura des pièces d'or et des USDC. Donc en fait, il va les échanger à ce moment-là, et ensuite, il va appeler la fonction repay, rembourse, exactement la même fonction qu'on a vue là, mais au lieu que ce soit l'adresse de l'USDC, ça sera l'adresse des pièces d'or au nom de l'utilisateur. Il n'y aura pas la flèche qui suit, mais c'est comme ça que tout simplement, vous pourrez rembourser votre dette en USDC et en Wrapped XDAI.
Et là, vous allez me dire, c'est génial, on a vu comment rembourser, mais Baptiste, comment on emprunte? Alors, la fonction d'emprunt d'un protocole type AVV3, vous l'avez sous les yeux, et je ne savais même pas, mais vous pouvez emprunter au nom de quelqu'un d'autre. Ce que vous avez là, c'est tous les éléments, tout simplement les paramètres d'entrée de la fonction. Donc vous avez l'actif, le montant, referral call c'est toujours 0, interest mode c'est toujours variable, il n'y a pas de statique, il n'y a pas de taux fixe, autant pour moi, sur le RMM ou sur AAV, tout simplement parce que c'est buggé. Et vous pouvez mettre une valeur de l'adresse on behalf of au nom de, et quand vous êtes sur une interface comme celle du RMM ou comme celle de AAV, en fait, comme vous êtes l'appelant et l'utilisateur, ça sera votre adresse. Et là, vous allez me dire, ah, c'est génial, même mon pire ennemi, je peux le couler. S'il a du collatéral, je peux faire des emprunts pour lui. Eh bien, croire ça, c'est être un peu naïf, tout simplement parce que AAV a prévu des restrictions. Il faut appeler la fonction approve delegation. Ou plutôt, il faut que l'utilisateur appelle cette fonction. Donc là, la flèche est fausse. Elle va directement sur un contrat, un smart contract de type pool. Alors, la fonction approve delegation, elle se trouve sur le smart contract du token de dette associé. Donc, ça peut être soit de la dette variable ou de la dette stable à taux fixe. Donc, n'allez voir que sur la variable si vous voulez voir des logs, parce que tout simplement, stable debt n'est plus possible. Il est là dans le code, il est présent. Je vous rappelle que c'est immuable la blockchain. Une fois qu'on fait une action, c'est publié, c'est dans le livre, c'est dans le registre. Mais ce n'est pas pour autant que les fonctions peuvent être supprimées. Donc allez voir tout simplement, vous prenez plutôt l'adresse d'un token de dette à taux variable, et vous allez voir la fonction approve delegation. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle désigne tout simplement un délégué, et elle assigne un montant max associé à ce délégué, c'est-à-dire le maximum qu'il peut emprunter en votre nom. Et bien sûr, c'est par token, donc USDC, WrappedXDAI ou pièce d'or. Une fois que l'utilisateur a configuré ça d'un point de vue du pool, du RMM, il va pouvoir appeler les fonctions repay du gobelin. Donc c'est ce que vous avez là. Dans ce cas-là, j'ai pris pareil toujours du 50% de participation par la DAO. Et je crois que j'ai mis une restriction de 40% de dette ou quelque chose comme ça. C'est pas le plus important. Mais l'utilisateur en vert appelle la fonction du gobelin en violet. Le gobelin va recevoir ses 300 USDC. Il va ensuite ajouter 150 USDC pour avoir un montant total de 450 USDC. Puis il va appeler la fonction repay du fork AAVV3. Donc ça, c'est du classique, c'est comme le rent to repay, n'importe qui peut rembourser la dette de quelqu'un pour lui faire plaisir. Mais le gobelin n'est pas comme ça, le gobelin est malin, il va commencer à vous émettre une dette. Donc il va juste faire ses vérifications, ces histoires de 40%, on voit que là ça va émettre une dette de 150 $, et d'ailleurs c'est pas 40% de 1000, c'est plutôt 40% de 550, mais bref ça ne change pas, le gobelin sait que c'est possible, les conditions sont respectées, donc il continue, et là il va appeler la fonction borrow pour l'asset PO, pièce d'or, montant 150 $, mode 2 c'est le mode taux variable, pas de referral code, on l'a vu, et au nom de l'utilisateur qui est ici en vert. Et qu'est-ce que ça va faire d'un point de vue du pool du RMM en orange? Et bien tout simplement ça va faire des vérifications. Est-ce que la delegation est activée? Oui, c'est OK. Est-ce que le else factor est respecté? Oui, c'est OK. Et du coup, ça va minter des tokens de dette, des DPO, qui seront directement reçus par l'utilisateur. Donc c'est comme ça que l'utilisateur aura une dette en pièces d'or. Et par contre, c'est le gobelin qui va recevoir, lui, les 150 $ de pièces d'or. Bon, ça va, vous êtes encore là, je vous ai pas perdu, on va prendre son temps, on va faire une petite pause là. Donc si vous avez des questions, déjà, écrivez-moi un commentaire, j'essayerai de vous expliquer. J'ai pris justement le fait d'avoir un gobelin et des pièces d'or parce que ça parle à tout le monde, mais il se peut que certains n'aient pas tout suivi ou pas compris tous les mécanismes. Et d'ailleurs, comme on prend son temps, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, un petit abonnement. Et si la finance décentralisée vous plaît, j'ai écrit un livre sur comment faire travailler ces stablecoins. Plutôt un livre, un guide, autant pour moi, je m'emballe, je me prends pour un gobelin. C'est le premier lien en bas dans la description. Tu recevras ce guide de plus de 25 pages directement dans ta boîte mail en moins de 5 secondes. C'est un gobelin qui m'a dit ça. Allez, on reprend. Donc ce mécanisme d'emprunt de pièces d'or, il est expliqué tout simplement par ce call flow. Et vous allez me dire, mais ok, mais d'où viennent
les pièces d'or. En fait, je vous l'ai dit, juste avant, c'était tout simplement au moment de l'initialisation, Realty allait ajouter les pièces d'or tout simplement dans le pool configurator et ils allaient brider tout simplement le max qui était déposable. Donc en fait, les pièces d'or seront amenées par le gobelin et récupérées par le gobelin. Tout simplement, ça va faire une boucle comme ça ne va pas bouger. Et là, première remarque, pour moi, enfin point de vigilance, il faut qu'il y ait une certaine quantité de pièces d'or sur le gobelin, et il ne faut pas que le gobelin commence à faire des boucles, à redéposer, parce que là, je pense que ça va partir un peu en vrille. Il faudrait pas faire une attaque type balancer ou autre. Enfin bref, là, c'est vraiment de la théorie pure, parce que je n'ai pas le code sous les yeux. Donc là, on va aller voir comment justement Realty va configurer un nouveau token sur le RMM. Et c'est génial, on est sur la blockchain, donc on a accès au log, on a accès au journal des événements. Et ben je vous ai retrouvé pour le Wrapped XDAI le jour, ou plutôt la transaction où le Wrapped XDAI a été ajouté dans le RMM. Donc déjà, cette fonction getReserveData, c'est juste pour aller voir les données actuelles du Wrapped XDAI. Pour rappel, il finit par A97D et le A token, donc le token de supply qui est associé, c'est 157B, ou plutôt son suffixe pour la seconde ligne, ce n'est pas stablecoin, c'est stable debt, c'est la dette à taux fixe. Donc ça existe, il y a un token qui est associé, mais on ne peut pas en émettre, donc c'est impossible. Le suffixe, c'est 95B5. Pour ce qui nous intéresse, les tokens de dette à taux variable, ça finit par 5D34. Et pour voir les stratégies des taux, les fameux slop 1, slop 2 et compagnie, il faut aller tout simplement sur cette adresse qui finit par 5F8B. Il y a aussi l'adresse du pool configurator qui, lui, comme son nom l'indique, configure tout le pool. Et c'est là-dedans que vous trouverez tout simplement la fonction execute init reserve, qui est tout simplement la fonction qui va être appelée par Realty pour ajouter un nouveau token. Et rien qu'en lisant rapidement le code, ou plutôt juste en faisant une pause visuelle, là, on voit que ce n'est pas une simple fonction où on met des paramètres. C'est-à-dire, je pensais dans un premier temps que c'était à Realty de créer les A tokens, les dead tokens ou autres, puis de référencer les adresses. Non, non, on référence juste un actif et tout va être créé. On voit que, par exemple, il est marqué abi.encode with selector. Tout simplement, ça va créer un squelette pour la blockchain des tokens associés. Et c'est marqué dans la documentation de la fonction. Ça initialise la réserve en créant un A token, un stable dep token et un variable dep token. Et à quoi ça ressemble? On va aller voir ça tout de suite. Et c'est juste ici. Voilà. Donc ça, c'était il y a environ 800 jours, c'était le 22 janvier 2024, Realty a ajouté tout simplement le Wrapped XDAI. Alors comment je le sais? Alors que ce n'est pas très parlant, tout simplement on voit ici l'adresse du Wrapped XDAI A97D. Donc on revient sur l'adresse du Wrapped XDAI A97D, ok, c'est validé. Et ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est que on voit que c'est cette adresse qui a appelé tout simplement une fonction du smart contract du pool configurator et qu'avec seulement un simple appel d'une fonction, eh bien, 6 smart contracts ont été créés. Et ça, tout simplement, c'est les adresses de A-token, DEP-token ou autre. Ce n'est pas très parlant comme ça, mais on va aller voir tout simplement les logs. Et là, vous allez voir, c'est marqué noir sur blanc. La première chose que le protocole va faire, tout simplement, c'est d'initialiser les A-tokens. C'est marqué ici, A-token symbol, ARM V3 Wrapped XDAI. On voit que ça a été appelé sur l'adresse 157B. Et si on va voir justement l'adresse du A-token, eh bien, c'est bien 157B. Et puis s'ensuit en fait la création de tous les tokens associés, c'est-à-dire dette variable ou dette à taux fixe, et plusieurs logs qui n'apportent pas tellement de valeur, mais en tout cas, vous comprenez directement pour le gobelin et la gestion des pièces d'or, mais au moins vous comprenez comment est créé, ou plutôt comment est ajouté un actif, un token, dans un protocole d'emprunt et de dépôt. Maintenant qu'on a vu comment initialiser les pièces d'or dans le pool, on va aller voir la phase 2 rapidement. Bon, c'est du classique, c'est tout simplement, on pourra rembourser directement en RUSD, donc c'est-à-dire que le smart contract du gobelin va être mis à jour, il va perdre ses fonctions rembourse avec des USDC ou des Wrapped XDAI. Ah oui, parce que pour moi c'est assez trivial, mais je le redis au cas où. En fait, comme les pièces d'or seront déposées par le gobelin et seulement lui pourra les emprunter,
et ben, c'est à ce moment-là qu'il pourra tout simplement faire ces échanges USDC versus pièces d'or pour appeler les fonctions rembourse en pièces d'or et pour effacer une dette en DPO. Et du coup, quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'un utilisateur peut rembourser en USDC et le gobelin va pouvoir récolter des USDC. Donc il n'y a pas tellement de limite de 200 000 dollars parce que c'est des circuits fermés. Mais voilà, on peut tout simplement effacer une dette beaucoup plus élevée que 200 000 dollars en USDC. Donc pour en revenir à la phase 2, une fois qu'on a initialisé le projet, on passe entre guillemets en staging, je prends des grands raccourcis parce que c'est directement en production, mais on va mettre en hypercare plutôt, on va regarder comment se comporte le protocole avec son environnement. On n'est plus dans un labo, voilà, c'est le monde réel, ou plutôt c'est la blockchain. Comment l'utilisateur va aller récupérer des RUSD sur les pools de liquidité ou autres. Pareil, dans le post, il a été évoqué de, par exemple, distribuer les loyers en REUSD. Donc je pense que c'est comme ça que Realty va vouloir augmenter la supply de REUSD. Après, voilà, c'est à votre guise, quoi. C'est vous qui choisissez. Non, non, je veux garder des USDC. Ça marche très bien. Vous n'êtes pas obligé de recevoir des pièces d'or qui sont des REUSD. Tout ça pour dire qu'au final, il y aura des mécanismes d'arbitrage qui sont très bien connus. Enfin, tous les stablecoins fonctionnent comme ça. Et dans la phase 3 du déploiement, on a fini l'hypercare, on passe en full production, et là, ça y est, le PO devient le stablecoin de l'écosystème Realty. Et bon, pourquoi pas. Mais je voudrais juste vous parler d'Hugo. Alors pourquoi je parle d'Hugo? Parce que tout simplement, il est, c'est le stablecoin de A à V, il est full décentralisé. Comment sa valeur est assurée? Il est surcollatéralisé. Et par exemple, sachez que la supply, le nombre de Go en circulation est de 580 millions de tokens. Comme c'est un stablecoin à 200 dollars, c'est 580 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, il y a de l'USDC, de l'Ether et du Wrapped Bitcoin. Et le taux de collatéralisation est de 250%. C'est-à-dire que pour 580 millions de dollars qui sont en circulation, il y a quasiment 1,4 milliard de dollars qui sont lock pour assurer le bon fonctionnement du Go. Donc si Realty et la DAO veulent partir sur un stablecoin PO qui serait le stablecoin de l'écosystème, pourquoi pas? L'idée est géniale d'un point de vue technique ou autre. Après attention, on en revient toujours à ces histoires de collatéral. Est-ce que ça sera assuré seulement par des réels tokens? Est-ce que la DAO va commencer comment ça peut dire, à rentrer en jeu, un peu comme la vidéo que j'avais faite sur le Wrapped Bitcoin, où ils ont monté justement une DAO WBTC qui a pour but d'auditer on-chain les dépôts et les émissions de Wrapped Bitcoin. Donc ça sera le rôle de la DAO. Mais pareil, est-ce qu'on va se limiter aux réels tokens qui seront tout simplement sur le RMM? Est-ce que par exemple il y aura, je sais pas moi, un stock USDC? Est-ce que Realty va se mettre à émettre des PO, des REUSD? D'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent ah ça y est, Realty va pouvoir imprimer à l'infini ou autre. C'est vrai, ils peuvent le faire, pourquoi pas? Mais d'un point de vue d'un protocole comme le RMM ou même AAV n'a pas son mot à dire sur les émissions d'USDC, d'USDT ou autre, de Circle et Tether. Ils n'ont pas tout simplement les clés privées pour émettre des jetons, ils n'ont pas les clés privées pour burn des jetons, et ce fonctionnement, il est commun au RMM et à AAV. Donc à voir comment ça se passe, à voir comment la gestion est faite, parce que c'est plutôt le souci côté Realty. Et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé le terme de PO, de pièce d'or, parce que ça parle à tout le monde pour vous éloigner du monde de la blockchain. Mais c'est problématique de qui a la clé privée, qui peut émettre, burn des jetons. En fait, il est commun à tous les tokens. Ou plutôt, même si AAV pèse lourd, et tout simplement, ils n'ont pas leur mot à dire sur les émissions du USDC ou USDT. Et je pense que pour la DAO, ce sera pareil. Mais à voir comment ça se passe. Et on va aller voir tout simplement mes remarques. Alors voilà, c'est des remarques, c'est un peu à la volée. Pareil, j'ai fait une démonstration d'un point de vue technique. Je pense que c'est la solution qui sera mise en œuvre. Et le but, c'est aussi d'aller un peu plus qu'une simple vidéo de vulgarisation. Allez, que retenir tout simplement du RMM 3.5 The Burning Courvoisier et les pièces d'or? Et tout simplement, c'est un add-on du RMM. Voilà, c'est un nouveau smart contract, c'est un ajout à l'écosystème. Il n'y a pas de modification du code ou autre. C'est comme le wrapper ou le rent to repay. Ce sont des smart contracts qui viennent se greffer au pool, au RMM. Ensuite, autre remarque, à qui appartient cet outil? Bon, la réponse, je l'ai, je pense que c'est Realty. Du coup,
y aura-t-il un audit? Qui va faire l'audit? On a vu que pour le wrapper, ce n'était pas gage de qualité. Et ben voilà, peut-être que la DAO, ou plutôt, pour moi, c'est quasiment sûr, il faut que la DAO relise ce smart contract pour déjà gagner en compétences et surtout pour avoir, pour challenger, avoir un esprit critique ou autre. Par exemple, si le wrapper avait été relu par une personne de la DAO ou autre, peut-être qu'il aurait vu ce problème de dé-whitelistage des assets dans le wrapper. Si vous ne savez pas de quoi je parle, cliquez sur mon front là, il y a une vidéo, le wrapper, le poison du RMM, allez la voir. Donc cet outil sera propriétaire de Realty, la DAO pourra voter pour les paramètres, pourquoi pas, point de vue éducatif ou autre, je ne sais pas. Mais voilà, ça va faire grossir la dette économique de la DAO. Je rappelle que la DAO n'a toujours pas d'outil qui génère des revenus. Troisième remarque, c'est tout simplement la baisse des revenus à court terme. Pourquoi? C'est assez simple. On a 15 millions de dollars d'emprunt avec un taux stratosphérique de 32%. C'est, on va dire, le maximum qu'on peut atteindre, c'est le maximum des revenus qu'on peut atteindre. Donc si on diminue la dette de 15 millions de dollars, donc la quantité diminue, et si par exemple le taux reste fixe, vous voyez que c'est un pourcentage. Un pourcentage d'une plus petite quantité, ça fait moins. Et du coup, si l'objectif c'est d'apporter des liquidités, eh bien pareil, le taux va diminuer, donc on baisse la quantité et les taux, et donc on diminue les revenus de la DAO. Quatrième point, comment convertir ces 200 000 ARM USDC, ou plutôt ARM token, en stablecoin? Et bien là les gars, il va falloir faire un move, je pense qu'il va falloir, autant pour moi, écrire une proposition sur le forum, fixer des taux, trouver une solution, est-ce qu'on utilise le YAM ou autre? Est-ce qu'il faut aussi convertir des règles? Pourquoi pas? C'est vrai que le reg aura maintenant une utilité en plus de voter. Enfin, pour les REUSD, ou plutôt les pièces d'or, quelles seront les règles d'émission de destruction? Et ben là, c'est pareil, la DAO n'a pas, entre guillemets, son mot à dire. C'est comme avec Circle ou Tether. Enfin, tu dois subir, entre guillemets. Après, peut-être que Realty va aller chercher une licence bancaire, acheter des bons US ou quoi. Pourquoi pas, hein? Peut-être finir 2-3 soucis avant, enfin, je sais pas. Et enfin, dernier point, c'est pour toi directement, Michael. Le wrapper qui est cassé, ça en est où? Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, regarde, c'est tout bon. Il y a eu les taux à 0%, mais ça aurait pu être une magnifique occasion pour tout simplement geler les dépôts dans le wrapper. Parce que, prenons l'hypothèse qu'il y a des tokens, enfin l'hypothèse, la réalité plutôt, qu'il y a des tokens dont personne ne veut ou qui n'ont plus d'attrait. On en a marre qu'ils rentrent tout simplement dans le wrapper, ça augmente le risque de bad debt. On pourrait les blacklister, ou plutôt les dé-whitelister, et ben c'est pas possible parce que ça porte atteinte au bon fonctionnement du protocole. Or, pendant la baisse des taux à 0%, un else factor n'aurait pas bougé, donc on aurait pu freeze tout simplement ces supplies de bad debt. Or, on l'a pas fait, et justement, pour moi, ça aurait été une bonne occasion de réparer le wrapper. Alors, je connais la réponse de Realty. Déjà, c'est propriété de Realty, c'est chez nous. Et en plus de ça, on a d'autres priorités. C'est vrai. Par contre, je pense que la DAO pourrait faire pression pour tout simplement réparer le wrapper. Il faut bien comprendre que le smart contract du Gobelin, là, qui va gérer les pièces d'or, ça a pour but d'inciter les gens à apporter des liquidités. Ok, c'est génial, mais on ne règle toujours pas le problème du collatéral qui fait défaut. Alors certes, apparemment Realty bosse dessus ou autre, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça fait plus d'un mois et rien n'a bougé. Enfin bref, on va pas épiloguer sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, j'y répondrai. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Allez, ciao!